Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Qu'est-ce que vous détestez dans votre travail? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? On se la pose probablement souvent, ou peut-être pas assez. Assurément, nous avons un avis, forcément, même si c'est posé comme ça, je vous prends un peu au dépourvu, j'en conviens. Ce double questionnement, en tout cas, se révèle plus que pertinent aux yeux de celui qui, avec ses équipes, a conduit une enquête de grande ampleur pour en retirer de précieux enseignements. C'est avec le professeur Éric Brangier que nous allons découvrir ce remarquable travail. Professeur, je vous attends sur cette scène et des applaudissements vous précèdent. Bonjour Éric Brangier. Ça va? Ça fait longtemps. Comme d'autres, vous nous aviez déjà fait l'honneur d'être à nos côtés lors du premier colloque organisé par le Fonds de notation Merci l'an passé. C'est donc un grand plaisir pour moi de vous accueillir à nouveau sur cette scène. Vous êtes professeur des universités, responsable du master ergonomie à l'Université de Lorraine. Vous dirigez également l'unité de prestation de services Managemetry, qui réalise des enquêtes santé, performance, qualité de vie au travail pour les entreprises. Et justement, l'une de ces enquêtes que vous avez conduite à grande échelle, auprès de 7 359 salariés français, c'est précis, de 29 entreprises, vient de rendre son verdict. Alors, une analyse méticuleuse de ce que les salariés expriment sur ce qu'ils aiment ou n'aiment pas dans leur travail permet de formuler des recommandations pour promouvoir l'amour du travail et réduire la haine du travail. Quels sont les aspects qui conduisent la personne et la santé? Quels sont, à contrario, ceux qui conduisent à l'aversion, plus globalement? Que nous dit cette enquête sur le travail et les relations du travail en 2023 et sur le rôle que peuvent ou doivent jouer les managers, les dirigeants pour faire de leurs organisations des lieux d'équilibre entre l'épanouissement individuel et la performance économique? Professeur, nous sommes prêts. Merci pour vos éclairages et merci d'être là. Merci, merci Guy, merci tout le monde, merci aux organisateurs. En fait, je vais d'abord vous parler. En fait, c'est très difficile de parler d'une étude aussi importante en 20 minutes. Vous vous en doutez. Ça, c'est pour me préparer, ça. Non, Voilà, c'est bien. Non, c'est surtout pour dire qu'il y a beaucoup de résultats. Bien sûr. Et que, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces résultats sont produits dans le cadre d'une unité de prestation de services de l'Université de Lorraine. Donc, en fait, on réalise des enquêtes pour des entreprises. Et c'est une des façons de travailler de notre laboratoire, c'est que les entreprises achètent une prestation à l'université, qui est une prestation d'enquête quantitative. Et en même temps, l'université, nous, on récupère énormément de données. Et on a déjà interrogé plus de 14 000 salariés dans 56 entreprises. Et là, je vais vous présenter des résultats sur des questionnaires qui ont été passés dans le cadre d'enquêtes sur la santé, le bien-être, la performance, etc. au travail, et sur un sous-échantillon de tout ce qu'on a qui concerne 29 entreprises. Voilà. Alors, c'est un échantillon qui est quand même très important, avec une demande initiale de la part des entreprises de apportez-nous un éclairage sur notre situation de travail, sur le niveau de santé au travail chez nous et des conseils afférents. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais donner. La deuxième chose, c'est le bouton vert, celui-là. Ouais. C'est dire que dans ce travail-là, il y a moi, bien évidemment, mais ça, c'est anecdotique, et il y a surtout ma femme, qui est ingénieure d'études et qui travaille sur ce projet-là depuis plusieurs années. Voilà pour présenter les choses. Alors, le plan est relativement canonique. Je vais faire quelque chose de très simple. D'abord, quelques remarques d'introduction, l'orientation générale de cette recherche, situer très rapidement la problématique qu'on aborde et surtout les méthodes qu'on utilise. Je vais présenter quelques petits résultats sur tout ça, assez rapidement, encore une fois, et je conclurai un petit peu. Pour donner un petit peu de sourire, parce que aussi on est à la fin de la journée, vous avez en parallèle un certain nombre de petits dessins de presse qui vous feront, je l'espère, un petit peu sourire et qui auront un discours un petit peu décalé sur mon exposé. Ces dessins de presse sont tous issus du bouquin Le bonheur au travail, regard croisé de dessinateurs et d'experts du travail. Voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais, si, ça marche. Retour. Alors, quelques remarques initiales. La première remarque,
je m'inscris quand même assez dans la continuité de l'exposé qui a été fait par mesdames Bourguignon et Pellerin sur la nécessité d'intervenir dans les entreprises pour les changer, pour agir sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail, la manière dont le travail se fait, plutôt que sur un changement de la personne. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises abordent malheureusement, je le dis clairement, malheureusement le problème du travail sous l'angle d'un bien-être individuel et n'essayent pas de transformer la situation. C'est-à-dire que quel est le meilleur moyen ou le plus simple d'améliorer le bien-être au travail? C'est de dire aux personnes, porter un regard différent sur le travail plutôt que de changer le travail. Donc ici, je suis vraiment dans une logique qui reste une logique complètement ergonomique. D'abord, ce qu'il faut, c'est changer le travail. Alors, si je fais cette première remarque-là, c'est parce que je pense qu'effectivement, il y a une pratique managériale et une pratique d'un certain nombre de consultants qui est d'abord de se dire que ce qui est important, c'est d'améliorer le développement personnel. Donc, en fin de compte, on va modifier le comportement de la personne ou la représentation que la personne a sur elle-même, et on va, si elle n'y arrive pas, et si elle n'est pas heureuse, c'est parce qu'elle n'y arrive pas. Et si elle n'y arrive pas, on va lui donner des outils. Et si elle n'y arrive vraiment pas, tant pis pour elle, elle doit changer ou faire autre chose. Moi, ce n'est pas ma perspective, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est de dire que d'abord, le bien-être au travail va dépendre des conditions de réalisation du travail, des conditions d'organisation du travail, des conditions de travail, bien évidemment, d'emploi, etc., et pas d'une modification des caractéristiques de la personne. Alors, je vais peut-être même aller plus loin que ça. Je vais trop vite, là. Non ? Si, non, c'est ça. Voilà, parce que là, on arrive à des situations qui, vous avez le dessin, qui est de dire que les individus comprennent que le bien-être, c'est parce que finalement, ils n'arrivent pas à bien faire leur travail, et c'est de leur faute. Non. C'est la manière dont le travail a été pensé, géré, organisé aussi. Alors, dans cette perspective de bien-être au travail, on a souvent une logique qui est de dire on va essayer de minimiser les critiques et de tester des stratégies individuelles ou des stratégies personnelles pour être plus heureux, pour aimer son travail, ou pour avoir plus de sécurité, ou pour avoir plus de choses comme ça. Ça va relever d'abord du comportement de la personne et pas du comportement du système. On est même arrivé à observer quand même un certain nombre d'entreprises ou de formes de management qui ont des managements d'imposition managériale avec le bonheur au travail doit être une fin en soi. Ce n'est pas l'objectif du travail, je vous le rappelle quand même. Ce n'est pas l'objectif. Et ça devient une fin en soi avec des tas de pratiques parfois farfelues, de yoga du rire, de massage au travail, etc., de pensée positive au travail, de mantras qu'on se dit, t'es un gagnant, t'es ceci, t'es cela, et on répète ça en boucle, et tout va aller bien. Tous ces éléments-là ne visent qu'à transformer les représentations des gens. Elles marchent peut-être, mais en tous les cas, dans une durée qui est extrêmement limitée, et on n'a pas de modification durable, surtout de la condition du travail et de l'exercice du travail en soi. Donc ici, on occulte finalement la tension entre le fait qu'on aime et qu'on n'aime pas. Le fait qu'on est attaché et en même temps qu'on déteste un certain nombre de choses. Le travail, c'est une dynamique dans laquelle on s'inscrit, dans laquelle il y a des moments qui sont heureux, dans laquelle il y a des moments qui sont difficiles, dans lequel il y a toute une tension qui existe, et c'est cette tension-là qui, nous intéresse particulièrement. Plutôt que de voir le travail selon un seul pôle, il faut veiller absolument au bonheur, une utopie, et bien essayons de regarder plutôt comment ça marche réellement, et comment les gens nous parlent de ça. Alors, on arrive même parfois à une espèce je ne sais pas ce qui a été dit ce matin, malheureusement je n'étais pas là. Mais souvent, parfois, on a effectivement un discours d'hégémonie du bonheur au travail ou d'hégémonie du bien-être. Et si on n'est pas bien au travail, c'est de sa propre faute. Et il y a une obligation à être heureux dans les situations de travail. Et avec le développement d'un certain nombre de pratiques managériales qu'on voit aussi apparaître dans des cours de management, des formations et compagnie, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui est d'avoir une meilleure vie professionnelle par le développement de soi. Alors, ça perturbe. Ça me perturbe, moi déjà. Deuxièmement, ça perturbe tous ceux qui ne sont pas heureux. Pourquoi être heureux quand on a un boulot de merde ? Je le rappelle, mais c'est quand même quelque chose d'assez incroyable de penser que tout le monde doit être heureux au travail.
Deuxième chose, ça perturbe tous ceux qui n'ont pas envie de subir un asservissement, un bonheur de surface. Ça perturbe tous ceux qui n'ont plus confiance, de confiance indéfectible en la force intérieure et la volonté d'agir. Tous ceux qui mettent l'accent sur les conditions de travail, les ergonomes. Tous ceux qui mettent l'accent sur l'organisation du travail, une grosse partie des gestionnaires. Tous ceux qui mettent l'accent sur les conditions économiques de l'emploi, une grosse partie des économistes. Tous ceux qui soulignent l'importance du sens, de l'utilité au travail. Le bonheur au travail n'est pas forcément une fin en soi. Alors, du coup, on a un espèce de paradoxe qui apparaît. C'est qu'on a, d'une part, jamais été autant préoccupé par le bien-être dans les organisations. On en fait des journées, on en fait des formations, on en fait des colloques, on en fait blablabla. Et puis en même temps, on n'a jamais eu autant d'augmentation du mal-être. Donc d'un côté, il y a des choses qu'on aime, et de l'autre côté, des choses qu'on déteste. Et quand on regarde les chiffres aujourd'hui, vous avez peut-être vu l'enquête Médéric qui est sortie il y a 3 mois ou 4 mois sur l'augmentation des arrêts maladie. On a une hausse de 40% sur les jeunes et sur les femmes récemment. Et en même temps, on n'a jamais autant parlé du bien-être. Bon, donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe. Donc on a une hausse significative des arrêts maladie, on a 10% des Français qui se disent en détresse psychologique, et on a 25% des Américains actifs qui ont déjà subi un burn-out. Donc il y a quelque chose qui, de mon point de vue, est quand même assez surprenant, et on a peut-être cette dynamique-là, cette tension entre l'amour et la haine, à étudier de façon plus fine, plus précise. Il est en train de se passer quelque chose entre, d'un côté, une espèce de pensée positive qu'on pense absolument extraordinaire pour régler les problèmes, et puis de l'autre côté, il y a une réalité du travail qui est tout autre. C'est-à-dire, d'un côté, on a un accroissement parallèle du mal-être, et de l'autre côté, des pratiques positives, bienveillance, coaching positif, technologie du bien-être. On a même des happiness managers qui sont recrutés maintenant. C'est le dernier mot que j'ai trouvé, c'est ambassadeur de projets transformants. Ça, c'est un beau job. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tous les cas, c'est vraiment, encore une fois, améliorer le bien-être. Et on a ce dessin de presse que j'ai trouvé, c'est typiquement le manager bienveillant. Et il est honnête et droit avec lui-même. Hein. Il se pose la question de sa collaboratrice, est-ce que tout va bien, la position de travail, l'ergonomie, mais ici c'est l'ergonomie à hauteur des tables et des chaises, hein. Les menus, la cafétéria, les vaccins sont à jour, voilà. Mais en fin de compte, on ne s'intéresse plus au travail. Et sa collaboratrice se dit, bah oui, ok, mon gars, ça suffit, bon, ça, stop. Voilà. Donc on est à la fois dans une espèce de management, parfois, pas tout le monde, heureusement, mais qui vise à une bienveillance, ça devient un mot-clé qui des fois nous rend neuneux, parce qu'il n'y a plus d'esprit critique. On n'a plus le droit de se dire « je ne suis pas content de mon travail » ou « je déteste mon travail, j'en ai marre de ça ». Et puis d'un autre côté, on a un discours qui lise l'ensemble, et il faut quelque chose de relativement lisse. Voilà. Donc on a ici une espèce d'accroissement d'un symptôme, cet accroissement de cette tension entre les deux choses, l'accroissement parallèle du mal-être et du bien-être, me semble une espèce de cercle vicieux. C'est un système qui ne regarde jamais la manière dont le travail se fait réellement. La bienveillance devient une pratique managériale qui pallie de moins en moins la violence de la compétition économique et des interactions. Ça veut pas, et je n'ai pas dit qu'il faut être malveillant. Hein. Vous avez bien compris ce que je dis. La bienveillance, c'est quelque chose d'important, mais si on en fait une règle de surface qui ne permet pas de comprendre la réalité du travail, dans ce cas-là, on obère le fait d'améliorer le travail. Et le travail est vu comme une optimisation perpétuelle, sans que la question de son utilité et de son sens ne soit jamais posée. Voilà un petit peu ce que je voulais dire un petit peu en amont des résultats de l'étude, en montrant que c'est toujours vrai, le travail a une place centrale dans nos vies, c'est quelque chose qui est structurant, le travail c'est une colonne vertébrale de notre identité sociale, professionnelle, et c'est important. Moi je suis chaque fois, parce que je fais de la psychologie du travail et de l'ergonomie, je suis chaque fois content qu'on parle du travail. Donc le travail doit rester quelque chose de central. Deuxième chose, c'est qu'il est associé à des émotions. Et pas que des émotions positives, hein, il y a des choses qu'on n'aime pas. Troisième chose importante, c'est qu'on va essayer, nous, pour ce qui nous concerne, d'étudier justement ces impressions générales sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas.
Voilà, et comment on vient à les aimer et à détester tout ça. Alors, l'idée de départ, c'est un effet un petit peu d'opportunité. Vous savez, vous récupérez beaucoup de données. Quand vous êtes un chercheur, plus vous avez de données, plus vous êtes content. Il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire. C'est il y a des données, elles viennent de plein d'entreprises, c'est des situations différentes, c'est des entreprises du BTP, du luxe, du travail social, de l'électronique. Voilà, on se dit, waouh, super. Et puis on commence à regarder ces données, et puis les gens ont laissé des verbatims sur ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas dans le travail. On commence à analyser tout ça, et on commence à dire, mais attends, il y a des choses vachement intéressantes qui apparaissent. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, enfin, peut-être pas en France, mais qu'est-ce qui se passe dans un certain nombre d'entreprises qui, en tous les cas, illustrent notre échantillonnage. Et on se dit vraiment, il y a cette tension entre j'aime et j'aime pas des éléments de mon travail. Alors, en psychologie, on a plein de concepts pour appréhender tout ça, et je vais vous en faire l'économie, sinon je ne demande pas de plus. Donc j'ai dit je pourrais parler de bien-être, plaisir, souffrance, engagement, etc., etc. Je ne vais pas le faire. Voilà. On pourrait rattacher effectivement les différents éléments à des concepts fondamentaux qu'on étudie dans notre discipline. Malheureusement, je n'ai pas le temps. J'en viens aux résultats et aux méthodes, à la problématique qu'on s'est posée et à la méthode. Alors, notre problème est relativement général. Je vais le présenter très simplement. Qu'est-ce que ça signifie qu'aimer son travail ou détester son travail ? Qu'est-ce qu'on aime dans son travail, qu'est-ce qu'on déteste dans son travail. Et qu'est-ce que nous disent les salariés à propos du travail aujourd'hui? Alors, notre échantillon, c'est 7359 employés. Ils sont interrogés via des enquêtes en ligne, et chaque fois, les enquêtes sont financées par l'entreprise. Chaque fois, on a des taux de réponse qui sont entre 85 et 88% à peu près. Donc, on a d'excellents taux de réponse. Et alors sans doute parce que c'est l'université qui fait l'enquête, je le dis clairement, parce qu'on est neutre et écarté, et donc les salariés répondent beaucoup en disant c'est traité de façon à l'université et pas traité soit par l'entreprise, soit par un cabinet, donc on n'est pas le... Voilà. Donc on a bon taux de réponse. Et donc là, on a pris un sous-échantillon de 29 entreprises, et on étudie ça avec un logiciel d'analyse des données textuelles qui s'appelle Iramutech. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails de la manière dont ça fonctionne, il va falloir me croire et me faire confiance. Notre population ici est plutôt une population féminine, 63% de femmes, 37% d'hommes. L'âge, vous avez la ventilation, plutôt une population ouvrier et employé, c'est pas que ouvrier, c'est ouvrier et employé, mais une forte population cadre aussi, 25% de l'échantillon. Vous avez ici la distribution. Alors, quels sont les résultats, en tous les cas, quels sont les résultats que je peux rapidement présenter? Je vais donner 3 types de résultats. Les premiers résultats sont ce qu'on appelle les analyses lexicographiques, c'est-à-dire le comptage des mots, pour faire vite. Quels sont les mots qui apparaissent et comment ils sont dits. Quand on regarde les mappings de mots qui gravitent autour de l'amour du travail, il y a effectivement tous ces mots-là qui apparaissent. Donc les mots qui vont être liés le plus à l'amour du travail, c'est l'équipe, le collègue, le contact, l'atmosphère, la relation, la confiance. Vous voyez déjà un premier univers sémantique qui se dessine autour de l'autre. La deuxième chose qui apparaît, c'est la tâche, le matériel travaillé. J'aime mon travail parce que j'aime travailler le bois. J'aime ça. Voilà. Troisième chose, c'est la diversité des tâches, la variabilité des tâches, le changement de tâches. La quatrième chose, c'est l'autonomie, la liberté, des possibilités d'action. Et la cinquième chose, c'est le salaire. Les horaires. Ouais. Le salaire, c'est ce qu'on aime. Il a fait exprès. C'est pour voir si certains si dorment ça pas. suit. C'est pour voir si qui ne dormait pas. Alors là, bravo. La deuxième chose, c'est la haine du travail. Encore une fois, l'analyse lexicographique. Ici, on regarde les mots et je vous donne les mots qui viennent le plus. C'est ce qui relève du manque, la perte de ce qui va mal. Ça, on n'aime pas. Il nous manque quelque chose. Il nous manque du temps. Il nous manque des moyens. Il nous manque de la relation. Il nous manque de l'écoute. Il nous manque. Ce qu'on n'aime pas, c'est qu'il nous manque quelque chose. Le temps. Deuxième chose qu'on n'aime pas. La pression temporelle, le stress, la production, la pression mise sur le temps. La troisième chose, la communication, l'équipe. L'équipe, vous voyez bien qu'elle est en tension entre j'aime et j'aime pas. Tout à l'heure, j'aimais mes collègues. Là maintenant, j'aime pas mon équipe.
C'est la même chose qu'il y a de la tension. Ce n'est pas du bien-être ou du mal-être, c'est de la tension entre les deux. La quatrième chose, c'est les responsabilités, la reconnaissance. C'est encore une fois un manque. La tâche, cinquièmement, il y a des tâches qu'on n'aime pas. La qualité, les qualités, des niveaux de qualité qu'on fait qu'on n'aime pas faire. Et sixièmement, les horaires. Le salaire. Ça, c'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose, c'est des taxonomies. Donc ici, on essaie de ranger avec ces logiciels les mots et de voir comment ils apparaissent et comment ils sont liés les uns aux autres. Et quand on fait des taxonomies, on s'aperçoit des thèmes qui se dégagent autour de l'amour du travail. Les relations professionnelles, c'est la première chose qu'on aime. Pourquoi on travaille? Pour entrer en relation et en contact avec les autres. Les opportunités de carrière, les évolutions professionnelles, la possibilité de se former, tout ça, ça fait partie aussi de ce qu'on aime. La liberté d'action, l'autonomie, la possibilité d'agir sur les éléments de son travail, les variations, les diversifications, le travail varié, enfin le savoir-faire, pouvoir le développer, les compétences métiers artisanales dans certaines entreprises, et enfin les avantages et les valeurs qui vont être liés au travail, par exemple des primes ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Les relations, encore une fois, les relations délétères. Vous voyez que la tension au niveau du pôle social, c'est-à-dire des relations entre les humains, c'est ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tous les cas, tel que c'est exprimé chez les salariés. Les défaillances hiérarchiques, on est encore une fois dans la relation. Les manques de vision sur l'avenir, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. Les effets des contraintes de temps, le temps de travail et les conditions de travail. Ça, c'est les deuxièmes choses qu'on fait. Troisième chose, troisième type d'analyse, c'est ce qu'on appelle des dendrogrammes. Les dendrogrammes, ça permet de regarder les liaisons statistiques entre les mots, c'est-à-dire les proximités entre certains mots, qui permet de reconstruire du sens à partir de la manière dont les mots sont positionnés les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire une phrase. Quand les gens nous répondent à nos questions, certains donnent une ligne, j'aime mon travail, et d'autres vous donnent une page. Donc, des fois, il y a une ligne, il y a 3 mots. Voilà, où j'aime mon équipe de travail, ça s'arrête là. Puis d'autres vont vous dire j'aime tout ça, et puis ils vous racontent beaucoup de choses. Donc ici, quand on a beaucoup de choses, ce qui est intéressant, alors sur 7000, vous voyez que ça fait beaucoup de mots. On regarde cette fois les liaisons pour arriver à voir que plein de gens expriment les choses de la même manière, et donc il y a des régularités dans l'expression des verbatims. Et cette régularité dans l'expression des verbatims est un indice de représentation similaire, qui nous permettent ensuite de dégager des univers sémantiques qui sont stables. Cette stabilité, ici, c'est ce qu'on étudie, et on l'étudie en regardant, cette fois, le pourcentage du corpus qui permet d'expliquer l'univers. Alors là, il y en a pour « j'aime ». Ensuite, je ferai « j'aime pas ». Qu'est-ce que j'aime? Eh bien, j'aime, je vous fais ce que les gens disent. Chaque fois, j'ai mis un exemple de phrase. Ici, j'aime, la première classe, c'est la valeur de la qualité du travail. J'aime faire un travail de qualité. Travailler à la main et fabriquer des beaux produits, par exemple, voilà ce que quelqu'un dit, avec les savoir-faire de qualité du début à la fin. Deuxième classe, ça fait référence à l'importance des relations professionnelles satisfaisantes. Par exemple, quelqu'un qui dit l'ambiance au sein de l'équipe, ainsi que le suivi, le soutien et l'écoute de mes responsables lors de mes premiers jours dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'il a aimé. Troisième classe, les opportunités de futur pour les salariés. Ici, c'est les perspectives de formation, d'évolution, le développement des capacités manuelles et intellectuelles et la découverte d'un monde nouveau. Quatrième classe, l'autonomie et la liberté dans le travail. Par exemple, j'aime l'autonomie et la liberté d'action que m'accorde mon supérieur, la confiance que m'accordent mes collègues. La cinquième classe, ça souligne l'importance de la diversité et de la variation. J'apprécie la diversité, la variété des tâches. La sixième classe fait référence au savoir-faire. J'aime apprendre de nouvelles choses chaque jour, de nouvelles méthodes, de nouveaux processus, de nouveaux modèles. Et enfin, la septième classe aborde les avantages sociaux, salariaux, les primes et compagnie. Ici, vous voyez, ce qui me semble important de retenir par rapport à ce qu'on aime, c'est effectivement ce qui est mis en surligné là. Pourquoi? Parce que vous avez une forte propension. Si on regarde les 3 premières choses qui sont exprimées, c'est la valeur de la qualité du travail. Est-ce que je fais un travail de qualité? Est-ce que ce travail a de la valeur pour moi? Est-ce que le geste professionnel que je fais me construit? La deuxième chose, c'est la diversité. J'aime bien changer d'activité.
J'aime bien avoir du nouveau. Et la troisième chose, c'est encore une fois le savoir-faire. Vous voyez que ce qu'on aime, c'est relatif à l'activité. Je le rappelle parce que l'activité aux ergonomes, ça nous tient vraiment à cœur. J'aime pas. J'aime pas les défaillances de la hiérarchie. J'aime pas le manque de communication, la coordination, les prises de décision de la part de notre direction. J'aime pas ça. J'aime pas quoi? J'aime pas l'avenir incertain. La politique de gestion des carrières, les perspectives d'évolution peu claires. J'aime pas. J'aime pas quoi? J'aime pas les exigences en matière d'horaire. Les employés sont soumis au stress, à la pression de production, à la douleur, à la chasse au temps. Le temps et les exigences relatives au temps, c'est des contraintes qui sont mal vécues. Et regardez, c'est très lié à la classe suivante. Alors, on a dissocié les exigences et les horaires, c'est-à-dire le temps de travail ici. Pourquoi? Parce que les gens en plus disent « j'aime pas les heures supplémentaires, j'aime pas les heures tardives, j'aime pas les flexibilités temporelles et j'aime pas les obligations de faire ». Ce qui complète tout ce qui relève de la pression. Donc ici, vous voyez que vous avez un univers sémantique à 1/3 des énoncés, qui est grosso modo ce que les gens n'aiment pas, c'est la pression. 5e classe, les conditions de travail, l'open space, le bruit trop nombreux, difficile de se concentrer par exemple. Et 6e classe, les relations avec les professionnels qui sont négatives, les relations professionnelles négatives, les sentiments d'injustice, les comportements méprisants, la jalousie, les diffusions de fausses informations, etc. Regardez encore une fois les 3 premières classes. Vous avez ici 3 gros thèmes qui apparaissent: les défaillances de la hiérarchie, les relations professionnelles négatives et les exigences en termes de pression et de temps. On voit bien que les problèmes des organisations aujourd'hui sont principalement des problèmes de management. Discussion. Il me reste encore combien de temps? Il n'en reste plus. Il n'en reste plus. Bon. Alors, on s'arrête là? Non. En résumé, est-ce qu'il est pertinent de parler unilatéralement du bien-être? Bon, j'espère que je vous ai montré que c'était non. Il y a une conception idéologique dans l'idée même d'un seul bien-être. Le travail, c'est une tension, le travail, c'est une dynamique, le travail, c'est un rapport de force, le travail, c'est un rapport entre soi et les autres, c'est un rapport entre les objectifs de production et des contraintes personnelles, c'est une tension, le travail. C'est précisément ça qui est intéressant. Et voir le travail comme quelque chose d'extrêmement lisse par rapport à une recherche de bonheur permanent, c'est de l'idéologie. Voilà. Est-ce que j'ai plus le temps? Je vous résume juste, j'ai d'autres choses, mais tant pis. Je vous résume juste ce qu'on aime, donc les relations professionnelles, l'opportunité, la liberté d'action, le travail varié, le savoir-faire, les avantages. Ce qu'on n'aime pas, les relations délétères, les défaillances hiérarchiques, les manques de vision sur l'avenir, les effets des exigences temporelles, le temps de travail, les conditions de travail. Et bien évidemment, tout ça n'est pas aussi simple, parce que vous avez des grosses différences entre les populations, mais je ne vais pas en parler. Ici, vous avez des différences entre les cadres, donc les managers, et puis les ouvriers employés, à la fois pour ce qu'ils aiment et à la fois pour ce qu'ils n'aiment pas. Mais ce sera pour une autre fois. Et on vous réinvitera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Éric Brangier.